tout à l'heure, mais la Mauritanie, elle est présente dans les deux et elle avance très bien. Voilà, donc c'était le slide précédent présentait les inscriptions en 2022-2023. Celui-là présente les inscriptions et la présence en 2023-2024. Vous voyez très bien que la Mauritanie a accaparé la première place dans les établissements publics et elle est troisième dans les établissements privés après avoir passé, elle a gagné en fait 2 places en une année. Voilà, donc comprendre l'internationalisation de l'enseignement supérieur dans le contexte tunisien, ça c'est ce que se faisait avant de penser à une stratégie de l'internationalisation au sein du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Donc on va juste présenter la dynamique qui se faisait, les actions, les activités et les orientations qui étaient présentes au ministère juste avant de penser à s'internationaliser vraiment. Donc l'internationalisation de l'enseignement supérieur en Tunisie repose sur 3 piliers. La segmentation géopolitique, les bourses et mobilités internationales, et on vient de décortiquer un peu tout ça, et les actions et activités clés. En fait, et c'était le cas partout d'ailleurs dans le monde. D'ailleurs, comme le disait M. Hans, on avait juste une fonction de coopération internationale au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il y avait des activités ad hoc qui étaient menées pour accompagner toutes les actions, mais pas d'action concertée, pas de vision, de but ou d'action coordonnée dans ce sens. Par contre, depuis plusieurs années, on a un peu shifté le paradigme. On est passé à une structuration des activités de coopération internationale. Et là, c'est les principes qui vont être présentés et qui présentent cette structuration de la coopération internationale. Donc, il y a eu une segmentation géopolitique, donc une identification des partenariats et des activités à faire avec les partenaires, un focus sur les bourses et mobilités internationales, et puis on va présenter quelques actions et activités clés. D'accord. Pour la segmentation géopolitique, elle repose sur 3 piliers, la consolidation, l'innovation et l'expertise. La consolidation, c'est le renforcement des partenaires déjà existants, l'ancrage de la Tunisie dans son environnement, que ce soit méditerranéen, maghrébin et africain. Mais aussi, on a l'innovation, c'est un peu la veille internationale pour essayer de trouver des opportunités pour notre système avec des partenaires nouveaux. Et puis l'expertise, c'est en fait une exportation de l'expertise tunisienne vers l'Afrique. Donc, par manque de temps, on ne va pas trop détailler ça, mais juste pour vous dire que la répartition géographique des conventions interuniversitaires, cette fois, elle montre un peu ces orientations de consolidation et d'expertise. Voilà, donc les bourses et mobilités internationales, il y a les opportunités à l'international pour les Tunisiens, ça a été déjà traité tout à l'heure. Voilà, pour ce qui est des actions et activités clés réalisées, il y a eu des campus internationaux en Tunisie, notamment le campus avec la République populaire de Chine, le campus avec l'Italie, la Roumanie. Il y a eu des campus tunisiens à l'international, et c'était en 2018. Il y en a eu 2, un en Côte d'Ivoire et l'autre au Niger. Et puis, toutes les activités avec les organisations internationales et agences de coopération, la Tunisie, elle a des relations privilégiées avec toutes les agences onusiennes, mais aussi toutes les agences et organisations régionales et locales. Et puis, on a, pour les partenaires universitaires,
Et les centres universitaires, certains de ces centres ont été créés dans certaines universités en Tunisie, notamment l'université de Tunis Carthage avec le centre Confucius, qui est un centre de culture chinoise. Oui, il y en a beaucoup d'actions et d'activités qui ont été faites, mais ce n'était pas vraiment une stratégie des actions qui étaient insérées dans une stratégie rondement pensée et avec la participation des divers acteurs. D'autres actions, en attendant la stratégie, qui pourraient être envisagées, c'est la modernisation du cadre juridique et administratif, certainement pour permettre une implémentation des universités étrangères en Tunisie et la création d'universités en partenariat et tout ça, parce qu'on connaît très bien que le cadre juridique et administratif actuel ne le permet pas. Puis il y a le renforcement de l'attractivité pour les étudiants internationaux, et ça passe par plusieurs étapes qui incombent non seulement au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, mais d'autres ministères et établissements. La veille internationale et le développement de nouveaux partenaires stratégiques, c'est surtout, comme M. Hans l'a évoqué, c'est de penser dans la logique du Sud-Sud, en fait. Essayer de trouver de nouvelles opportunités dans le Sud. On pourrait aussi penser à un mécanisme qui engagerait la diaspora tunisienne, et puis essayer justement de créer, comme M. Habib l'a dit, justement des KPI, des Key Performance Indicators, qui seraient très pertinents pour le cas tunisien. Et enfin, essayer de faire plus en matière de promotion internationale et de visibilité. On a déjà participé à la NAFSA 2 fois, c'était les 2 dernières années, c'était la première fois en 75 ans que la Tunisie a pu être présente dans une manifestation aussi prestigieuse que la NAFSA. Donc je vous remercie tous pour votre attention. Merci. Je redonne la parole à Madame. OK. Merci beaucoup. Nous allons vous proposer... on a un dépassement déjà de 5 minutes par rapport... C'est juste 3 minutes pour continuer. J'ai cru que vous avez partagé le timing. Partagé, oui. Donc, juste, on va vous proposer une analyse primaire, analyse contextuelle du système tunisien, de l'internationalisation du système tunisien de l'enseignement supérieur. Donc, nous commençons par les forces. Comme il a été signalé la matinée, donc il y a un potentiel énorme qu'a constitué la Tunisie dans le cadre de la coopération bilatérale, multilatérale et interuniversitaire. Donc il y a aussi la participation active dans le programme Erasmus+, et dans d'autres programmes de l'Union européenne, précédemment H2020 et maintenant Horizon Europe. La réputation aussi de l'enseignement supérieur tunisien et des universités tunisiennes, avec le classement de certaines universités, telles que l'Université de Tunis, Manal, Sfax et Monastir, la conformité au processus de Bologne, la création de l'Agence tunisienne d'évaluation et d'accréditation de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, aussi les programmes de bourses nationales au profit des étudiants internationaux. C'est en fait plus que 40 pays dans le monde qui bénéficient des bourses nationales pour étudier en Tunisie. Aussi les financements publics dédiés à la mobilité sortante. De même, et ce qui incite les étudiants étrangers à s'inscrire en Tunisie, la faiblesse des frais de scolarité en la comparant avec les pays développés, la capacité d'accueil aussi des établissements d'enseignement supérieur avec la baisse du taux des inscriptions des étudiants nationaux, le développement des services de vie étudiante et enfin la culture d'accueil et de tolérance dans le cadre d'une diversité culturelle qui marque la Tunisie. Ça n'explique pas qu'il n'y a pas de faiblesses qui peuvent freiner l'internationalisation. Donc, parmi ces faiblesses, on pourra citer le cadre légal et réglementaire assez rigide,
l'absence d'une stratégie d'internationalisation de l'enseignement supérieur, aussi la faible visibilité à l'échelle internationale et le manque de données statistiques fiables. Cet élément a été bien dénoté dans le dernier rapport de la Banque mondiale, que pour la Tunisie, tant que pour d'autres pays de la région MENA, il y a beaucoup de difficultés pour collecter des données concernant l'internationalisation de l'enseignement supérieur. Aussi, l'insuffisance des financements dédiés à l'internationalisation, la non-valorisation de capital de la coopération scientifique et l'adoption partielle du système de crédit ECTS, le faible recours à la transdisciplinarité, tandis qu'il y a des efforts et des initiatives émergentes pour l'interconnectivité entre les différentes disciplines, la faiblesse du nombre des programmes d'études en anglais, aussi l'inégalité économique, sociale et régionale, le manque d'informations concernant les possibilités et les opportunités à l'international et le manque de communication en vertu de nos étudiants et des étudiants internationaux. De même, l'insuffisance des ressources d'infrastructures nécessaires pour accueillir les étudiants internationaux et l'absence de services spécifiques aux étudiants internationaux et sans oublier la complexité des procédures administratives. Dans ce même cadre, il y a aussi des opportunités à ne pas exclure et à tenir en compte dans toute stratégie d'internationalisation de l'enseignement supérieur, surtout le positionnement géographique et stratégique de la Tunisie, les financements internationaux et leur diversité dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale. Il y a aussi des opportunités énormes dans le cadre des programmes européens de coopération scientifique, dans le cadre du programme Erasmus+, et du programme Horizon Europe. L'environnement aussi méditerranéen qui est favorable au développement de partenariats scientifiques. De même, le développement des nouvelles technologies de formation hybride et la propagation de l'approche de l'internationalisation à domicile, qu'il faut bien l'exploiter pour booster l'internationalisation de l'enseignement supérieur. Donc, sans exclure qu'il y a des menaces sur le plan international qu'on doit tenir en compte aussi, telles que l'instabilité politique et économique, la concurrence régionale. Madame je dois continuer juste. Je ne veux pas interrompre la qualité de votre intervention, oui. Mais en même temps, je ne veux pas nuire à l'attention, et notamment, on a d'autres speakers. Je sais que vous êtes venu dans la suite de plusieurs débordements, mais je compte sur vous pour clôturer dans 30 secondes, s'il vous plaît. D'accord. Donc, vous voyez bien sont donc les énumérés, mais c'est les menaces. Ces éléments d'analyse ont été bien prouvés par les études internationales telles que l'étude de la Banque mondiale qui prouve bien que dans la plupart des pays MENA, donc les inscriptions d'étudiants étrangers augmentent plus rapidement que celles des étudiants nationaux et que la Tunisie se distingue aussi comme une destination de transition, vu que la diminution de la population étudiante nationale qui est en déclin suite au déclin démographique et l'augmentation par an de 8% des étudiants étrangers. Rapidement, je ne vais pas tarder là. Aussi, ça prouve notre analyse au début de la présentation que la première destination de la Tunisie, des étudiants tunisiens, c'est la France. Par contre, au pays du Golfe, c'est les États-Unis et la deuxième destination, c'est le Royaume-Uni. Donc là, en fait, ça démontre aussi que le taux de mobilité en 30, il est de 2,2%, qui est au-dessous des autres pays tels que l'Émirat, il est plus que 48%. Par contre, le taux de mobilité sortante, il s'élève à 7,9%, qui est aussi au-dessus de la moyenne du MENA, qui est 4,5%. Donc, juste pour finir, notre travail, c'est une étape préliminaire. Et ce séminaire aussi, c'est une première étape dans le cadre de tout un processus d'élaboration d'une stratégie d'internationalisation de l'enseignement supérieur qui va commencer par une étude contextuelle, puis le benchmarking, l'analyse des attentes des parties prenantes, l'établissement d'une stratégie et des objectifs prioritaires, les plans d'implémentation et enfin le suivi et l'évaluation, toujours dans le cadre d'une approche inclusive, itérative et incrémentale. Donc pour finir, nous allons préparer quelques sessions. Dernier slide. Questions en suspens qui peuvent être entamées la réflexion stratégique d'aujourd'hui et de demain. C'est quels devraient être les objectifs et les valeurs et les motivations de l'internationalisation en Tunisie? Comment les universités peuvent-elles mieux promouvoir et faciliter l'accueil des étudiants internationaux? Quel type de partenariat académique pour mieux répondre aux enjeux régionaux et internationaux? Comment assurer une meilleure valorisation des compétences liées à la mobilité internationale dans les carrières professionnelles? Quels mécanismes permettant d'aligner les programmes d'études aux standards internationaux? Et la question principale, quelle internationalisation pour la Tunisie? Merci.
C'était l'intervention dans la première. C'était l'intervention pour la deuxième session et c'était notamment un diagnostic et une analyse SWOT. C'était Madame Hamemi Mehe et Monsieur Enis Rouissi qui sont des experts à HERE. Juste, je cadre un peu. Je ne suis pas là pour que ce soit le temps qui nous guide, mais en même temps parce qu'il y a aussi des intervenants qui sont là, qui ont planifié leur intervention dans un timing. Et je suis là, j'essaie de modérer dans la bonne humeur et la bonne ambiance et tout ça, pour que tout le monde puisse participer et intervenir. On a essayé de switcher plusieurs fois à changer le programme. Je ne veux pas être donneur d'ordre ni rien du tout, mais j'essaie au plus de respecter le timing et notamment l'ordre. D'ailleurs, là, on va switcher directement et on va passer au panel directement. Donc, ce panel sera donné. J'inviterai pour ce panel Monsieur le professeur Samir Becha, le directeur général de la Direction générale de l'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Professeur Ahlem Dakhlewi, qui est directrice générale, la Direction générale des affaires estudiantines du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Docteur Nesrine Baklouti, directrice du bureau national Erasmus+ Tunisie. Madame Kauthar Maroueni, experte à HERE et directrice des réformes dans la Direction générale de la rénovation universitaire. Et Monsieur Hichem Romdani, chef du bureau des relations internationales à l'université de Sousse, point de contact à Erasmus+ de l'université de Sousse. Oui, bien sûr, comme il y aura notamment la troisième partie, et notamment il y aura un témoignage d'une étudiante qui a profité du programme Erasmus+, mais on a, là on fait le panel et puis on aura le témoignage. Voilà. Alors, comme on l'a expliqué déjà, cette deuxième session, elle s'intéresse à l'internationalisation du système national d'enseignement supérieur. On a vu une analyse et on continue dans cette session de panel, notamment qui s'intéressera à la mobilité et la reconnaissance des diplômes et l'attractivité des campus universitaires. Et je commencerai peut-être bien dans la même recommandation de M. Hans. Je commencerai à l'inverse, donc je commencerai par l'attractivité des campus universitaires tunisiens en premier lieu. Et ma question sera adressée au professeur Ahlem Dakhlewi. La première question, notamment, ce sera dans quelle mesure les services offerts par les universités et les offices des œuvres universitaires contribuent-ils à renforcer l'attractivité des campus universitaires pour les étudiants, notamment internationaux? Merci pour cette question. Bonjour à tous. Je suis heureuse d'être parmi vous ici pour parler d'une thématique assez importante. C'est l'internalisation de dispositifs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Donc, c'est une stratégie qui permet d'avoir un impact très important sur le plan socio-économique et culturel aussi pour la Tunisie. Je ne vais pas parler de la mobilité sortante, car Madame Meha, donc, elle a eu le temps pour parler de cet axe, mais je vais me concentrer sur la mobilité entrante. Oui. Et surtout les atouts qu'on est disposant et le potentiel que la Tunisie dispose, et surtout en termes de services orientés vers les étudiants. Donc, vous savez que atterrir dans un pays comme la Tunisie, donc la première chose dont l'étudiant a besoin, c'est des informations utiles sur le dispositif de formation, sur les atouts, les opportunités d'employabilité, la culture, l'environnement et la vie universitaire, surtout logement, donc tout ce qui est hébergement, restauration, activités culturelles et assistance psychologique. Donc, à ce point, là, les services offerts par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
pourrait avoir donc un impact important pour rendre nos campus universitaires attractifs. Donc, comme a été dit, on a 943 étudiants internationaux, et le premier obstacle qu'enfrontent ces étudiants internationaux, c'est l'intégration. Comment on va les intégrer dans le milieu universitaire? Comment vraiment vont vivre cette expérience loin de chez eux, une culture différente. Et là, pour cette raison, je ne vais pas parcourir tous les projets qui sont mis en place par le ministère. Je vais mettre l'accent sur les activités phares et les projets phares. Parmi ces projets, donc, donc, le ministère a développé une plateforme d'aide psychologique aux étudiants. Donc ça, c'est en ligne. Ça permet de vraiment... c'est un outil d'aide pour les psychologues et à distance. Ça permet aux étudiants de bénéficier des séances d'accompagnement psychologique. Cette plateforme a été appréciée. Donc, ça, on est à l'écoute à tous les étudiants et en particulier les étudiants internationaux, car les défis sont nombreux. Donc là, c'est les défis d'ordre socio-culturel, administratif, académique, financier, et aussi aux différents moments avant d'atterrir, c'est-à-dire avant d'arriver en Tunisie, la préparation de départ, l'accueil aussi, le retour au pays d'origine s'ils veulent partir. Donc les atouts de cette plateforme, ce qui permet d'avoir une consultation anonyme, l'accès il est facile, convivial, disponibilité d'aide psychologique dans le milieu universitaire. Il y a aussi donc, le deuxième projet phare, c'est pour les étudiants internationaux, c'est que ces étudiants ont besoin d'informations utiles et surtout des informations sur la vie universitaire, donc en termes d'hébergement, restauration, les activités culturelles, toute information utile sur le dispositif de formation, la culture aussi, les échanges, les excursions. Là, il a besoin de ces informations pour le rendre à l'aise, afin que vraiment qu'ils réussissent bien leur cursus universitaire. Donc à cette fin, donc le ministère a développé une plateforme qui vient d'être lancée cette année, For Students. Donc c'est un portail qui est mis à la disposition de tous les intervenants de la vie universitaire, donc là les étudiants, enseignants et administrateurs, qui rassemble toutes les informations dont l'étudiant aura besoin, donc en termes d'hébergement, restauration, activités culturelles et sportives et des opportunités aussi pour les étudiants. Donc ça permet de voir le calendrier des activités des établissements d'enseignement supérieur et aussi des établissements des œuvres universitaires. Donc de l'autre côté aussi, les offices vraiment font un effort. Les offices des œuvres universitaires, nous disposons 3 offices qui jouent un rôle très important pour faciliter l'intégration des étudiants internationaux et l'adaptation à leur milieu d'accueil. Et sans, bien sûr, qu'ils perdent leurs identités ni leur culture d'origine. Donc c'est une richesse qu'on y disposons, d'avoir ces étudiants parmi nous. Donc à cette finalité d'intégration, les offices et même les établissements via les clubs donc organisent des journées d'intégration pour ces étudiants, des excursions guidées pour les faire découvrir le pays et la culture aussi, des soirées culturelles aussi. Donc dernièrement, on a eu le festival culturel, le premier festival national culturel pour les étudiants. Il y a eu donc un spectacle formidable qui est organisé par les étudiants internationaux. Il y a une interaction, une richesse multiculturelle entre nos étudiants tunisiens et les étudiants internationaux. Ces activités permettent aussi de tisser donc, les liens et le réseautage entre les étudiants internationaux et les étudiants tunisiens. Donc c'est un réseau social qui permet aussi de les aider, de comprendre toute la démarche administrative, surtout il y a pas mal de difficultés administratives lors de l'inscription, lors de vraiment le transport, le service de transport, l'hébergement, toute information, et les mettre en relation
Ça permet de surmonter toutes les difficultés que peut confronter un étudiant international. Donc ça permet aussi de lutter contre les sentiments d'isolement et favoriser donc le sentiment d'accompagnement à ces étudiants. Et donc ces services permettent vraiment de jouer un rôle d'attirer au mieux donc ces étudiants internationaux. Merci Madame Mahlem. Directement, je veux juste rebondir. Qu'est-ce qu'on peut améliorer pour rendre plus attractif notre système d'éducation, d'enseignement supérieur? Oui, donc c'est une question importante. On a des atouts, bien sûr, mais bon, c'est pas suffisant. Donc, on va continuer à travailler pour rendre nos campus universitaires et surtout les services rendus. Je parle des services, oui, je parle des services. Des services, oui. Et surtout, voilà, je vais enchaîner donc avec les services pour ces étudiants. Donc, il est nécessaire de développer un organisme d'accueil. Donc là, jusqu'à présent, ce sont des initiatives dans les établissements des œuvres universitaires. Donc là, il est nécessaire, il est temps vraiment de développer un organisme d'accueil et d'intégration de ces nouveaux étudiants. Par exemple, tout ce qui est avant le départ de leur pays d'origine, les informations utiles sur le système d'enseignement supérieur de la recherche scientifique, les programmes aussi, les procédures s'il y a des visas à avoir, la procédure administrative, le transport, l'accueil, l'hébergement, tout ça. Donc, il est nécessaire qu'on dispose, et il est temps de disposer d'un organisme d'accueil. Il est nécessaire de moderniser aussi donc les infrastructures pour ces résidents aussi. Renforcer le soutien financier, malgré que vraiment on offre des bourses à certains étudiants internationaux. Les services d'hébergement doivent donc on doit améliorer la qualité de ces services d'hébergement. Malgré donc on a au niveau de la restauration, on a donc des restaurants qui ont la norme ISO 22000. Et donc là, on doit continuer à travailler là-dessus. Voilà, donc de façon générale, mais bon, il y a d'autres actions à prendre en considération. Merci beaucoup, Madame Mahlem. On va switcher de l'autre côté, notamment on va parler mobilité, notamment, et je poserai la question à Sissemir Becha pour la mobilité, notamment pour les étudiants. Quels sont les enjeux qui concernent la mobilité dans l'enseignement supérieur? Okay. Merci. Merci Simelk. Un grand salut pour M. Hans de nous avoir donné cette opportunité de parler d'un thème assez important, pertinent, l'internationalisation dans l'enseignement supérieur. Aussi l'équipe HIR et le bureau Erasmus+. Tout d'abord, je dois dire un mot sur l'internationalisation, le thème principal de cette journée. Alors, il faut dire dès le départ que nous sommes devenus des êtres mondialistes par la force des choses. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est de longue date, c'est dans le passé, le présent et le futur. Nous gardons cet esprit de mondialisation. Mais il faut faire une grande nuance entre mondialisation et internationalisation. L'internationalisation touche un domaine très particulier, c'est le transfert du savoir, le transfert des connaissances. Et alors, il y a des conditions, des exigences et des enjeux d'ordre international. Le choix de l'internationalisation académique est toujours lié avec les approches interculturelles. Nous sommes aussi des êtres interculturels. Alors, nous touchons à l'échange culturel, artistique et sociétal. Ça, on ne peut pas le nier. On ne peut pas travailler sur l'internationalisation au niveau du savoir et des connaissances. Il faut faire cet échange qui est principal dans la mobilité dont je vais en parler tout à l'heure. Alors, quelque chose d'exigeante, c'est et important, c'est l'équité et l'égalité. C'est un point qu'on défend surtout dans les conventions internationales et surtout concernant la convention internationale au niveau de l'UNESCO. Alors, l'équité et l'égalité, c'est un point essentiel qu'on doit le garder et c'est un choix essentiel.
Ce choix est lié aussi aux échanges géopolitiques. Alors, ça dépend des intérêts des pays, des intérêts du ministère, des établissements, des universités et même des personnes. Alors, les intérêts, le changement géopolitique intervient et agit sur cette relation d'internationalisation au niveau de l'enseignement supérieur. Alors, l'internationalisation dans l'enseignement supérieur ne se traduit pas par un modèle unique comme il était mentionné tout à l'heure par M. Hens, qui doit être convenable pour tout le monde, pour tous les contextes, parce qu'il y a un contexte. Lorsque le contexte change, le processus de l'internationalisation change d'une manière systématique. Il ne faut pas oublier l'aspect régional, mais sans aller dans le régionalisme. Il faut aller dans le côté national, mais pas aller dans l'esprit de nationalisme prononcé, trop prononcé, qui donne, bien sûr, il faut avoir cet esprit de diversité, de particularité et spécificité tunisienne. Alors, travailler dans l'international, mais tout en étant avec l'esprit de localité un peu modéré, bien sûr. Dans le processus de l'internationalisation, ils nous disent qu'il est temps de passer du discours aux pratiques. Ça, c'est important. C'est la raison pour laquelle j'ai posé la question tout à l'heure à M. Hens. Qu'est-ce qui se passe en pratique et dans le terrain à l'échelle internationale? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Où sommes-nous dans ce processus d'internationalisation en termes de pratique et sur le terrain? Alors, il faut faire des enquêtes, il faut avoir des chiffres. Il a dit qu'il va revenir dans la prochaine session. D'accord. Alors, c'est un choix qui nécessite réflexion et discussion pour toujours, je pense. Et c'est la raison peut-être que nous sommes aujourd'hui là pour en discuter et travailler de plus en plus. Selon les statistiques et les enquêtes réalisées par l'Association internationale des universités, le point qui touche le plus dans le choix de l'internationalisation, le premier point, c'est la mobilité. Okay. Deuxième point, c'est la qualité ou l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur. Troisième point, c'est l'inclusion. Bien sûr, le plus important, c'est l'équité et l'égalité en même temps. L'internationalisation de l'apprentissage nécessite l'internationalisation des programmes d'études, mais pas l'internationalisation des cultures et traditions. Ça, il faut le soutenir. L'internationalisation est remarquée par l'amélioration de la coopération internationale au niveau mondial. La Direction générale de la coopération internationale peut nous répondre sur cette question. L'amélioration de la qualité des connaissances et de la qualité d'une manière générale. L'internationalisation peut être mesurée par des indicateurs. Alors, il faut mesurer cette internationalisation par des chiffres. Par quoi? Par la demande des enseignants de l'enseignement supérieur. Un chiffre à retenir, par exemple, nous avons maintenant presque 1300, 1400 enseignants en Arabie Saoudite. Ça, c'est un chiffre qu'il faut le tenir en compte. Deux, c'est l'importance et l'intérêt qu'on donne au classement international. Si nous sommes adhérés ou inscrits dans l'esprit, dans le processus de classement, c'est-à-dire que nous sommes vraiment dans l'internationalisation. Aussi, troisième point, les demandes de l'industrie et des entreprises. Si on est demandé en tant qu'enseignant et étudiant dans les entreprises internationales, c'est-à-dire nous sommes vraiment dans l'internationalisation. Bien sûr, il faut créer des financements dans les actions. L'internationalisation demande des actions. On est encore dans les enjeux. Hein. Oui, c'est important. Alors, ça demande de financement pour soutenir les actions d'internationalisation. Et la question principale, quelles sont les actions dans ce processus? L'internationalisation consiste pour les étudiants à se développer en dehors de leurs frontières. Ça, c'est un point très important. L'internationalisation est mesurée par le nombre de conventions, par le choix de destination géographique. C'est un choix parfois collectif, parfois un choix individuel, où se dirigent nos enseignants et nos étudiants. C'est un déplacement parfois libre, parfois c'est un déplacement organisé par l'État.
Il est à noter que la collaboration en ligne ou l'enseignement à terme a un coût un peu, bien sûr, très réduit, mais il faut dire que le déplacement physique est très important si nous voulons parler de l'international. Il faut se déplacer, il faut connaître les autres cultures, si on parle d'équité et d'égalité, mais l'enseignement à terme, il est important, mais il a un impact très réduit sur les connaissances et surtout l'échange culturel, artistique et sociétal. Alors l'internationalisation contribue à réduire les inégalités entre les pays, entre les enseignants et les universités. Je termine pour dire que l'internationalisation, c'est un choix stratégique qui peut faciliter le lien et la connexion avec d'autres structures universitaires, contribuant à des échanges entre les étudiants et les enseignants. Merci, Samir. Maintenant, je peux vous parler de mobilité, si vous tenez à... J'aimerais bien switcher à faire intervenir les autres panélistes. D'accord. On a prévu 4 minutes d'intervention, on est à 9. Donc, juste pour gérer, pour que je puisse alterner, et je reviens vers vous aussi, Samir. Je poserai la question à Madame Neslim Barklouti, notamment sur les opportunités de mobilité offertes aux étudiants tunisiens dans le programme Erasmus+, et comment cette mobilité pourra contribuer au développement des compétences des diplômés pour répondre aux besoins du marché du travail actuel et au futur. Bon, merci. Donc, bonjour. En fait, tout d'abord, donc, il faut savoir en termes de programme Erasmus+, et ce qui est important de savoir l'impact de ce programme sur l'internationalisation dans le monde entier. En fait, donc, le programme Erasmus+, il a piloté, donc, la création du système européen de transfert de crédit. Donc, je me réfère ici au travail donc, écrit par M. Hans dans son livre en 2015. Il a également ouvert la voie au processus de Bologne et à la création de l'espace européen de l'enseignement supérieur. Donc, voilà, donc on pourra voir ici donc, l'impact de ce programme donc, au niveau du monde entier. Et maintenant, je passe à la mobilité. Donc, en fait, comme j'ai dit donc, tout à l'heure, donc, la mobilité, c'est la première composante dominante de l'internationalisation. Donc, si on parle d'internationalisation, on dit internationalisation, la première des choses, on pense à la mobilité, donc en termes facteurs clés, donc pour s'ouvrir donc à l'international. En fait, bon, pour les mobilités Erasmus+, puisque donc je représente ici Erasmus+, mais donc on pourra parler de façon générale par la suite sur la mobilité elle-même. Donc, pour le programme Erasmus+, donc en Tunisie, on a différents types de mobilité, à savoir les mobilités de crédit de courte durée et de courte durée. Il y a les mobilités de master, donc d'études de master. Il y a aussi les mobilités à travers des projets interinstitutionnels. Et dans tous les secteurs, tous secteurs confondus, donc en Tunisie, on a plus de 13 000 mobilités. Dont on a 9 607 mobilités d'études qui se font donc, entre la Tunisie et les universités européennes, dont on a plus de 6 500 mobilités de la Tunisie vers l'Europe et 3 100 de l'Europe vers la Tunisie. Et donc, ces chiffres-là, donc, ils rapportent donc, la période 2014-2022 donc, en termes de chiffres. Voilà. Bon, considérant donc la partie impact de votre question, bien évidemment, il y a l'impact individuel de la mobilité. Donc, là, si on parle ici des étudiants, impact individuel qui concerne soit académique, donc il y a des compétences académiques qui seront donc acquises, linguistiques, interculturelles et sociales aussi. Donc, malheureusement, on n'a pas une étude en Tunisie sur l'impact des mobilités donc bien palpable donc, pour les mobilités Erasmus+. Mais je vais me référer vers une étude qui a été faite par l'OCDE. Donc, disons que les compétences acquises par une mobilité Erasmus+, elles constituent 80% des compétences que veulent les employeurs. D'accord ? Et un autre donc, point énoncé dans cette étude, il a été donc, démontré que les étudiants ayant eu une mobilité donc, Erasmus+, ils ont un taux de chômage moins, donc de 23% par rapport aux autres étudiants. Donc, c'est un autre chiffre donc, révélateur. Et un troisième chiffre donc, aussi.
Donc, les employeurs maintenant, donc, selon leur vision, une expérience de mobilité internationale double les chances pour l'étudiant à être recruté. Donc voilà, ce sont trois éléments révélateurs qui démontrent un peu l'importance de la mobilité et donc l'aspect international. Voilà. Et pour l'impact national et institutionnel, donc je ne vais pas donner des chiffres positifs, mais il faut faire un peu la critique. Et les universités tunisiennes, ils sont très bien maintenant en mobilité, on a beaucoup de mobilité et tout, mais on doit faire en sorte à constituer notre étude d'impact, rapport d'impact. Et pour ceci, je vois deux choses. Donc, il faut évaluer l'impact de la mobilité de l'étudiant après qu'il revient, et il faut l'imposer, comme les universités européennes, elles imposent d'avoir un survey, à remplir un survey. Donc, je propose ici que l'étudiant n'aura pas son diplôme avant qu'il remplisse le survey qui se rapporte à cette mobilité, ou bien il n'aura pas le relevé de notes avant de remplir ce survey-là. Et un autre point, donc il faut faire, c'est important de faire évaluation des diplômés, de nos diplômés après l'obtention de leur diplôme. Et c'est un point très important, donc il faut passer à un autre stade, parce que ça revient en termes de stratégie, assurance, qualité et tout. Donc c'est important de faire ces deux choses-là qui au niveau de nos universités tunisiennes, institutions universitaires. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame Nesseline. Je vais switcher avec Hichem Ramdani, notamment. Et ce sera une question en deux parties. La première, notamment, si Samir Becha, il a parlé des enjeux, mais ça sera la première partie. Je vous mets les obstacles. Quels sont les obstacles que rencontrent nos étudiants tunisiens pour la mobilité internationale? Et la deuxième partie, quels sont les services offerts aux étudiants sortants et entrants qui peuvent être mieux promus pour faciliter l'accueil des étudiants aussi internationaux et aussi pour qu'ils puissent sortir? Merci. Donc, je vais parler en anglais, si vous permettez. It's up to you. Thank you. First of all, I will reply on the first part. Okay. So, regarding obstacles for students they face in their mobility procedures. So, according to my experience, since 2009, now I have 15 years of experience regarding mobility, and I'm witnessing the progress of Erasmus program, and it's a positive progress. So the main issue that our students face, it's the study program. Sometimes our platforms or our study programs not updated, and our students, they face very, very hard to find the right study program, because this is related to equivalence after their mobility. So we, as an international office and the university, we help them to find the right program and to choose the courses that will be recognized after their mobility. This is one issue. The second issue, it's about visa issue. So sometimes students didn't find a good rendezvous, and a delay in finding a rendezvous in the visa, and sometimes payment of visa fees. Some embassies require visa fees, and for Erasmus students, other oblige and ask for visa fees. This is also, it's something not clear for our students. Is Erasmus students are obliged or going to pay their visa fees, or it's something exempted or exonerated as Erasmus student? This is another issue. Of course, we have flight tickets. Sometimes in the past, our partners pay flight tickets for our students. Now the students should purchase their own tickets, and this is also a burden for our students to pay their flight ticket, because they have to wait for visa deliverance, and then they have to purchase their tickets. This is another issue. Sometimes the prices are very exorbitant, so that because you can see your Erasmus regulation, so it's a lump sum, so they pay according to distance calculator, and there is a
a fixed budget for flight tickets, but sometimes our students pay more than this amount. This is also another burden for our students, and we as the university and the Bureau of International Office try to help them to adapt with these difficulties. So this is the first part. Thank you. Okay, the second part? The second part, c'était quels sont les différents services offerts aux étudiants incoming or outgoing, et comment les universités tunisiennes peuvent-elles mieux promouvoir et faciliter l'accueil des étudiants internationaux? Okay, as far as the second part is concerned, so I think the same experience for Tunisian universities, but specifically University of Sousse has different structures or offices that support the incoming students. So, for instance, besides the Office of International Relations Office, we have Communication Office. This is also Communication Office is working on helping international students to find the right information, the right tools and information to help them to stay to undergo a good stay in Tunisia. This is also, we have also Radiuni, it's a RadioWeb specific for the University of Sousse. This is also a good way to help incoming or outgoing student to find the right information. French speaker or English speaker? Okay. They speak in English or they speak in French or Tunisian? The radio. Yep. French and sometimes in English. Okay. Okay. So this is also a good way to help our students, either incoming or outgoing students. Of course, we assist the incoming students to receive them in the airport and to make an integration day at the campus. Also, we have we help them for an academic orientation to choose the right modules and the courses. Also, we, as a university, reinforce the visibility of programs for international students, ameliorate collaboration with other international universities. Also, we optimize the cultural and linguistic integration. This is a good way for our international students. And to develop, we make a good adapted infrastructure for them so that our international students can easily integrate and find the right information. Finally, we support from an administrative point of view all the mechanism and the document to be delivered to them. Thank you. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Quand on parle internationalisation, mobilité et notamment attractivité, on ne peut pas éviter le sujet de la reconnaissance des diplômes, notamment et la qualification. Et là, ma question s'adressera à Madame Kawthar Marouani. Madame Kawthar, ce sera aussi une question composée sur deux parties. La première, c'est quel est l'état actuel de la reconnaissance des diplômes tunisiens à l'échelle internationale, et aussi quels mécanismes permettant d'aligner les programmes d'études avec les standards internationaux pour favoriser une meilleure reconnaissance de ces diplômes. J'étais en train de prier Dieu à ce que mes collègues me laissent quelque chose à dire. Finalement, j'ai quelque chose à dire. Voilà. Donc, quand on parle, merci beaucoup. Donc, toujours pour cette présence, hein, je vois le public donc super intéressé. Très intéressant, et je regarde l'heure en même temps. Ouais. Donc, du coup, je dis Dieu merci, un événement réussi. Et je prie Dieu aussi à ce que la journée aussi de demain soit de la même, comme on dit, le même public qui va continuer avec nous pour la journée de demain. Alors, pour la question de la reconnaissance, et là je vais bien donc lier ce concept fort donc de reconnaissance avec l'autre concept fortement lié, que je vois qu'ils sont fortement liés, le concept de mobilité. Donc, si les diplômes, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de mobilité. Ben oui. Donc, ça, deux concepts qu'on ne peut pas donc les séparer. Quant à l'état actuel en Tunisie,
de la reconnaissance de nos diplômes donc tunisiens à l'échelle internationale. Certainement, nous avons nous avons quelque chose de basique et d'historique vu l'inscription de la Tunisie donc, à l'espace euro-méditerranéen de l'enseignement supérieur qui, certainement, on va pratiquement, donc la majorité de nos diplômes sont reconnaissables, deviennent reconnaissables dans la partie européenne. Donc, il y a une harmonisation avec l'Europe, avec les pays donc, européens. Okay. Donc, les diplômes, donc, et là, je ne parle pas vraiment, je n'ai pas des taux, je n'ai pas des chiffres, mais ça saute aux yeux, la France, l'Italie, donc les pays européens, avec des degrés différents, peut-être bien beaucoup pour la France, un nombre donc important pour la France. Ça, c'est de 1. Donc, c'est ce rapprochement régional, et c'est grâce à cette fameuse adhésion qu'on doit valoriser, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut donc la dupliquer, pourquoi pas, pour avoir autre espace de rapprochement, pourquoi pas avec d'autres zones. Alors, qui dit reconnaissance, certainement, dit donc, est-ce qu'il y a ou il n'y a pas des accords donc, de partenariat? Donc, si je vois par exemple la région, quand la région, donc la Tunisie a des accords bilatéraux, multilatéraux, des accords de façon générale, cadre ou spécifique avec certains donc, pays, donc essentiellement je vois que je vais certainement arriver à ce que nos diplômes sont reconnaissables dans ces pays. Mais malheureusement, quand donc, la Tunisie donc n'a pas de relation, ou plutôt d'accord avec certains pays. Là, je cite précisément donc, les pays donc, d'Asie et les pays de l'Amérique du Nord. Vraiment, il y a un manque, donc pas d'absence, je dis pas absence, mais un manque donc d'accord dans les pays de l'Asie et les pays donc, de l'Amérique donc, du Nord. Certainement, ça se comprend. Ça se comprend parce que notre système, c'est le système européen. Donc, et là, on sait parfaitement, par exemple, que les systèmes éducatifs asiatiques ou les systèmes l'autre, donc américains, anglo-saxons, ils sont différents. Là, d'où je viens à cette question donc, de différence entre les systèmes éducatifs qu'il faut certainement donc, créer des zones de rapprochement et d'harmonisation, certainement l'outil, peut-être bien des conventions ou des autres mécanismes pour donc créer ce rapprochement entre les différents systèmes. Pas uniquement l'Europe, mais il y a aussi donc des relations, des accords entre la Tunisie avec les pays arabes. Là, je cite donc la fameuse convention de l'UNESCO sur la reconnaissance de l'enseignement supérieur dans les pays arabes. Donc, c'est un atout aussi. Et là, je ne sais pas, je profite pour poser la question à Monsieur le directeur général de la coopération internationale. Est-ce que cette convention, dont j'ai assisté une fois à la réunion pour la validation en ligne, c'était avec le bureau de l'UNESCO de Genève, est-ce qu'elle est finalement signée ou pas? Voilà. Vous me rassurez, vous me dites qu'elle est signée. Bonne nouvelle, alors voilà les pays arabes, le Koweït, l'Algérie, le Liban, tous les pays arabes, donc les pays du Golfe, et voilà. Donc, qui dit reconnaissance dit toujours donc accord. Est-ce qu'il y a accord ou pas d'accord? Donc voilà, c'est en 2 mots. Donc votre deuxième question. La deuxième partie, c'était les mécanismes. Vous avez déjà commencé à parler de ça, les mécanismes qui permettent d'aligner les programmes d'études avec les standards internationaux. Ce que vous le premier mécanisme, et là, en tant que directrice des réformes, donc j'appuie toujours et je défends toujours, en public ou pas en public ou en privé, qui est donc l'adoption, la vraie adoption du système de crédit. Là, ma collègue donc Mahé a parlé de, parmi les faiblesses, elle a mis parmi les faiblesses, une adoption partielle du système de crédit. C'est vrai,
C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Peut-être bien, c'est cette adoption partielle vraiment qui est une entrave majeure devant la mobilité de nos étudiants. Parce que dit mobilité va dire donc essentiellement valorisation des crédits, donc dans les pays les pays d'accueil, disons, de façon générale. Et quand il s'agit d'un système de crédit, bon, qui n'est pas ça, partiellement ça, donc un système de crédit qui, autrement dit, notre système de passage, comme vous le savez, toutes et tous, c'est le système qui se base sur la notation. Donc, autrement dit, les diplômés, malheureusement, donc, ils peuvent avoir leur diplôme, même s'ils n'obtiennent pas donc, leur crédit à l'international. Là, on parle de normes internationales. Donc, si on veut donc aligner nos programmes, tout à fait, on doit adopter donc le vrai système. Autre chose, l'accréditation de nos programmes, l'accréditation donc qui devient vraiment donc une urgence. Je sais que ça nécessite beaucoup de ressources, de l'expertise, de l'appui financier, etc. Mais c'est une urgence. Pourquoi? Donc, à travers donc certainement des organismes reconnus. Et là, donc devant nous, Madame la directrice générale de l'Agence tunisienne d'évaluation de l'accréditation, certainement un grand effort. Madame Salma vous attend dans les années à venir, c'est vrai, parce que ça ne va pas être le choix du pays ou de l'établissement, est-ce qu'il va accréditer ou pas. Ça va devenir l'un des jours, dans 2 années, 3 années, qui sait, donc Madame, une urgence fondamentale. La certification, un autre mécanisme, s'il vous plaît, la certification des enseignants et des formateurs. Ça, c'est très important. Donc, voilà, c'est tout ça pour aligner les compétences transversales, puisque dit internationalisation, dit langue, l'anglais, le pluri, donc on doit défendre le plurilinguisme, le français, l'anglais, la langue espagnole, la chinoise. Donc, essayons plutôt, parce que je ne m'adresse pas. Donc, voilà, il faut promouvoir donc, les langues et toute une stratégie pour l'enseignement des compétences transversales. Merci beaucoup, Madame Kauthar. Déjà, je vais rebondir et revenir, comme je l'ai promis à Sissemir. Notamment, elle a évoqué l'une des compétences, notamment par rapport à l'anglais et la certification des formateurs. Quels sont les autres éléments de compétences qui peuvent être internationalisés, Sissemir? Merci. Alors, avant tout, je vais vous raconter une histoire. Alors, ça fait 2 ans, dans un colloque international sur la mondialisation en musique. Alors, une question que j'ai posée à un collègue, Jean During, qui travaille sur la musique perse. Alors, comment mettre fin à la mondialisation? Il m'a répondu tout de suite, il faut juste couper le courant. Alors, si on coupe le courant, il n'y aura plus de WhatsApp, il n'y aura plus de YouTube, ni réseaux sociaux, et ainsi de suite. Mais ce qui prouve que la mobilité, et je reviens à la première question, la mobilité physique, elle est très importante. Alors, on compte beaucoup, il faut la soutenir. Alors, la mobilité des étudiants est l'activité d'internationalisation la plus répandue, la plus courante et la plus demandée. Et elle est parfois soumise par le contrôle de l'État, de la DGAE parfois, et parfois se fait d'une manière individuelle. Et ça, c'est répondu d'une manière très prononcée, très expressive. La mobilité individuelle est en dehors des conventions, est en train de se développer et d'accroître. Et les chiffres qui ont été montrés par Maha tout à l'heure prouvent que la mobilité individuelle montre qu'il y a un choix individuel qui doit être remarqué et pensé et réfléchi. Ça, c'est un point à prendre en considération. Il faut se méfier de 2 choses, je pense. La fuite du cerveau. Alors, je dis bien le contrôle du va-et-vient et des échanges entre étudiants et enseignants dans le sens d'organiser. Ce n'est pas de mettre un contrôle de l'État sur la liberté d'aller au-delà des frontières. Non, il faut organiser notre système de mobilité pour protéger nos compétences étudiants et enseignants. Alors, pour la mobilité, il y a une priorité géographique chez les étudiants. Et je pense
le choix linguistique ou les orientations linguistiques ne posent pas aujourd'hui de problème vu les nouvelles technologies avec l'intelligence artificielle. Il n'y a plus de problème de communication ou de liaison, de coopération entre les universités ou les établissements ou les étudiants et enseignants. Bon, les étudiants l'ont bien compris, mais nous, peut-être pas encore. Il faut réfléchir sérieusement sur les opportunités de mobilité sortantes et rentrantes. Bon, il ne faut pas avoir, je pense qu'il ne faut pas aller chercher cet équilibre. Parfois, toujours, il y a une différence. Les étudiants vont toujours vers un choix où il y a un développement au niveau du savoir, au niveau des compétences, au niveau de qualité, de qualification et reconnaissance de diplômes à l'échelle internationale. Pour terminer, je dis qu'il faut soutenir la mobilité, mais cette mobilité doit être mesurée. Merci. Merci beaucoup, Sissemir. Merci beaucoup. Là, on arrive à la fin de la première partie de la journée. C'était Sissemir Becha, directeur général de la Direction générale de l'enseignement supérieur. Madame professeur Ahlem Dakhlewi, directrice générale de la Direction générale des affaires étudiantines. Docteur Nesseline Baklouti, qui est directrice du Bureau national Erasmus+ Tunisie. Madame Kauthar Maroueni, qui est experte de l'équipe HERE, directrice des réformes dans la Direction générale de la rénovation universitaire. Et si Hichem Ramdani, qui est chef du bureau des relations internationales à l'université de Sousse. Là, il est 14h07. Si on se réfère au planning de la journée, théoriquement, vous êtes en train de digérer ce que vous avez mangé et normalement, on va enchaîner la deuxième partie. Donc, c'est prévu 1 heure de pause. Est-ce qu'on peut recommencer à 15h, oui ou non? S'il vous plaît, avant de sortir, pour la deuxième partie, parce qu'on va revenir avec M. Hans De Witt pour la partie gouvernance et l'internationalisation. Mais on me dit on veut faire une photo de groupe ensemble, ici, avant de sortir pour le déjeuner. Il y aura aussi le témoignage de l'étudiante Rahma Mkawa qui a profité du programme Erasmus+. Il y aura aussi d'autres points à évoquer sur la deuxième partie. Mais je vous invite gentiment, s'il vous plaît, de jouer le jeu et de venir faire une photo de groupe, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Est-ce qu'on peut prendre une photo de groupe ensemble, s'il vous plaît? Yes. Photo de groupe, s'il vous plaît. Photo de groupe, Amanet. Fadl Bahlen Anescol, s'il vous plaît. On va faire une photo de groupe, s'il vous plaît. On fait une photo de groupe. Allez, jouez le jeu, s'il vous plaît. On fait une belle photo avec une belle énergie. On va manger ensemble. Et on va continuer la deuxième partie l'après-midi. Une belle photo de groupe. Avec une belle énergie, un sourire surtout. Merci beaucoup. Les universitaires, franchement. Les universitaires.
6.